Évidemment, les sourires qui éclairent nos visages sont dus uniquement au fait qu'on est heureux et même réjoui à l'idée de vous retrouver. Voilà, le rond-point ouvre et nous allons maintenant vous proposer la saison 2021 en compagnie de Catherine Laugier, qui est responsable à mes côtés de la programmation, et Pierre Notte, qui est auteur et qui nous fait le plaisir d'être associé au Théâtre du Rond-Point. On va commencer évidemment très joyeusement à l'arrière du rond-point, dehors, tout le monde dehors, et on va planter un grand tréteau. Et ce tréteau servira de scène à un grand nombre d'artistes, des acteurs, des chanteurs, des musiciens, des performeurs, des stand-uppers, parmi lesquels François Morel, Christophe Alévèque, Pierre Arditi, André Dussolier, Tania de Montaigne, Agnès Surstel, qui viendront, pendant l'été indien, du 8 septembre à la fin septembre, vous offrir toutes les fins d'après-midi un spectacle que j'espère merveilleux. Voilà, ce sera en plus totalement gratuit, important de le dire, et ce sera aussi surtout une manière de vous tranquilliser sur les règles sanitaires, puisque dehors tout va bien, il y aura à peu près un public qui pourra être autour de 100 à 150 personnes. Voilà pour le début en santé et en senteur de notre saison. Les spectacles interrompus brutalement la saison dernière seront poursuivis cette année. Ils ont été décapités, mais on remet la tête dessus et on les ressuscite. Parmi eux, mon dîner avec Winston, d'Hervé Letellier avec Gilles Cohen. Alors, Gilles Cohen, es-tu heureux de recevoir chez toi à dîner Monsieur Winston Churchill? A-t-il accepté ton invitation? Oui, c'est un rendez-vous amoureux, ce spectacle. C'est comme quand on prépare un dîner, qu'on attend sa fiancée ou son chéri, ou même parfois il m'arrive d'attendre mes enfants à dîner et j'organise quelque chose pour eux. Et là, c'est exactement ça, le spectacle, bien sûr. Il l'attend. Il y a quelque chose qui a à voir avec l'attente, bien sûr. Et c'est quelque chose d'amoureux, ouais, vraiment. C'est pas du tout un spectacle pédagogique, genre Stéphane Bern présente. Non, non, c'est plutôt un éloge. C'est une évocation qui va devenir une invocation plutôt, parce qu'il y a quelque chose qui a trait aussi à j'espère, du moins en toute modestie, à la poésie, à quelque chose de même, pas de magique, mais de sensoriel, de touchant. C'est pas du tout des citations c'est pas du tout ça le spectacle. Non, c'est une évocation, ouais. Une évocation sensible, puisque ça raconte en parallèle la vie de deux hommes, la vie de Churchill et la vie du personnage de Charles, qui lui est un peu le contraire, et c'est un peu son idole. Donc en fait, c'est un aficionados qui parle de son idole, quoi. Voilà, avec humour surtout. C'est aussi le retour de la visite, l'insolent spectacle d'Anne Berest avec Lolita Chama. La preuve qu'accoucher n'est pas toujours un miracle, surtout quand la famille se presse pour visiter sans fin la mère et le nouveau-né. Oui, c'est l'enfer de tous ces gens qui viennent adorer le bébé. Voilà, c'est un enfer pour la mère. C'est un peu l'éternel retour, celui du cirque invisible, ce spectacle miraculeux de Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierret. Moi, je trouve que dans le dictionnaire, à émerveillement, on devrait mettre une photo du cirque invisible. Dans la saison, beaucoup de pièces qui bousculent le monde. Jean-Michel. Oui, mais les pièces qui bousculent le monde, c'est un peu le cœur de la programmation du Rond-Point depuis 20 ans. Donc ça continue, et ça continue joyeusement. Parce que cette année, et dans cette saison, il y a 2 pièces écrites par un auteur très doué et très prolixe, qui est Rémi DeVos. La première s'appelle Cadoc. Je l'ai mis en scène la saison dernière. Et elle revient, parce qu'elle a été décapitée, mais elle revient. C'est une pièce qui dénonce la folie des égos dans l'entreprise à travers la vie privée et la vie professionnelle. C'est irrésistible. Il y a une distribution magnifique que vous pouvez vérifier sur vos petites brochures. Bonjour. 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 Samedi, je ferai du risotto. Vous allez dîner chez les Wurtz samedi? Non. Elle aborde les gens dans la rue
et leur demande ce qu'ils pensent du mascarpone. Ah ben, écoutez... Elle est ma boule. Ah ben... Je lui ai dit que je ferais du risotto, il y aura du risotto. Elle m'a dit qu'il aimait le risotto, ils mangeront du risotto. Bon. Toi, il t'a invité. Avec toi, bien sûr. Mais qu'est-ce qui lui prend? Je sais pas, il nous invite, c'est tout. On va bien se faire chier. Et puis la deuxième, ça s'appelle Départ volontaire. C'est comment un homme, un employé qui veut partir, qui fait des procès, etc., est totalement broyé par les différentes juridictions qu'il y a à l'intérieur d'une entreprise. C'est Michel Lescaut qui porte ce spectacle, il est magnifique comme d'habitude. Tout ce que je vous dis là, c'est quand même très très drôle. Pas ce que je vous dis, mais ce qu'il y a dans les pièces. Très drôle. N'oubliez pas. Je vous dis que ma demande a été acceptée par la direction, par le comité de contrôle, avec l'aval des organisations syndicales. Et maintenant, vous me balancez en pleine gueule que ma demande est bloquée. Comment vous pouvez me dire que ça marche plus? Comment c'est possible de dire ça? Il y a forcément une erreur quelque part. Calmez-vous, je n'ai rien à voir dans cette décision. Comment vous pouvez me balancer une information pareille sans la vérifier? Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Départ volontaire, c'est une commande que j'ai faite à Rémy DeVos. Je voulais travailler sur un procès avec une reconstitution. Je trouvais ça intéressant de mélanger les deux temporalités pour créer quelque chose qui soit à la fois plus dense et en même temps qui nous rappelle aussi des émissions comme Faites entrer l'accusé. Alors ça n'a rien à voir, mais en même temps je trouvais ça intéressant comme procédé dramaturgique de pouvoir passer par le procès et en même temps d'avoir en parallèle la vie du personnage qui comme ça petit à petit se découle et va vers la chute de ce personnage. Exécuteur 14, c'est une pièce d'Adèle Hakim, mise en scène par Tatiana Vial. Swan Arlo, le comédien aux 2 Césars, souhaitait revenir au théâtre et y revenir seul pour interpréter Exécuteur 14, une pièce qu'il a vue à l'âge de 14 ans, une pièce brûlante et qui l'a définitivement marqué. Il l'interprète, qui ne l'a pas quitté et qu'il interprète avec le musicien Mahu. C'est Tatiana qui m'a traîné au théâtre et j'avais vraiment tout sauf envie d'y aller. Et je suis sorti de ce spectacle qui était joué par Jean-Quentin Châtelain, qui était extraordinaire. Et je suis sorti bouleversé, j'ai acheté le texte et donc ça fait maintenant 25 ans que j'ai toujours eu ce texte avec moi. J'ai essayé plusieurs fois d'en faire des illustrations, des adaptations. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire avec. C'est un personnage qui est au bord de la mort, ou pas d'ailleurs, parce que peut-être la fin est très mystérieuse. Toutes ces horreurs qu'il a traversées et qu'il raconte, il les raconte avec une sorte de naïveté et parfois même de joie, quelque chose qui vraiment vient de l'enfant qu'il est encore. Donc du coup, en effet, il y a des moments de joie d'enfance, il y a des moments plus durs, et tout ça peut passer d'un état à l'autre assez rapidement. Et étonnamment, j'ai presque l'impression que ce texte résiste absolument à tout, mais au-delà de résiste, c'est-à-dire que ce texte s'accapare absolument tout et devient encore plus fort, enfin, plus fort non, mais disons que ça résonne aussi avec le confinement, avec ce qu'on a traversé. D'un coup, il y a des choses à l'intérieur du texte qui parlaient déjà de ce qu'on vient de vivre là. Donc c'est étonnant, quoi. C'est que ça rajoute, encore une fois, certainement quelque chose qu'on va partager sur scène avec les spectateurs en ayant ce souvenir très proche de la période qu'on traverse là. Noir est une pièce de Tania de Montaigne mise en scène par Stéphane Fuenquinos. À l'heure où le monde s'enflamme, pour être solidaire avec tous ceux qui refusent l'exclusion par le racisme, nous sommes heureux d'accueillir à nouveau Tania de Montaigne. Ce que raconte Claudette, c'est bien que le jour où elle refuse de céder sa place à un passager blanc, elle veut prendre sa place dans l'histoire américaine en tant que citoyenne américaine. Ce n'est pas une histoire de couleur, c'est vraiment une histoire de droits fondamentaux. Elle dit, bah voilà, moi j'ai payé ma place pour être dans un bus. Si je suis arrêtée par le simple fait de ma couleur, quelque chose des États-Unis est nié à travers moi. Le récit en fait qui démarre avec le mouvement des droits civiques, donc avec Claudette Colvin, on est en 1955. Ce récit-là, en fait, il continue puisque la réponse n'a toujours pas été trouvée, puisque la réponse c'est la question de l'égalité et que en fait, on n'a jamais trouvé comment faire en sorte que, quelle que soit la couleur des gens, alors on parle des Noirs aujourd'hui, mais on pourrait parler des Amérindiens par exemple, c'est du même ordre, c'est-à-dire ce récit de l'histoire américaine
avec tous les gens qui la composent. Et tant qu'on n'aura pas supporté ça, cette question de l'égalité, eh ben on restera toujours avec une béance. Et à chaque mort, eh bien en fait, l'histoire vient redemander à manger. Et à chaque mort se repose la question de est-ce que vous voyez en moi une citoyenne ou est-ce que vous voyez en moi une couleur? Est-ce que vous voyez en moi un noir qui doit mourir ou est-ce que vous voyez en moi un citoyen américain qui est avec un genou sur le cou? C'est ça. Et donc, cette trajectoire-là, eh ben, moi, ça m'intéressait de la raconter à travers Claudette Colvin. Et quand je me suis dit, il faut que je m'empare de cette histoire, je me suis dit, il faut que je m'en empare avec cette question-là, parce qu'elle est toujours d'actualité aux États-Unis avec l'histoire américaine, mais pour nous aussi, en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe ça. C'est-à-dire, pour nous aussi, il faut se poser la question de l'égalité. Qu'est-ce que c'est l'égalité? Qu'est-ce que c'est être citoyen? Qu'est-ce que ça veut dire être ensemble avec cette loi républicaine? Qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Et bien sûr, de temps en temps, tout au long de cette saison, reviendra l'inénarrable Christophe Alévêque, qui, je dois dire, a ouvert vraiment la saison, lui, en jouant dans cette grande salle, devant 800 fauteuils vides, ce spectacle. Je peux vous dire que les fauteuils ont adoré. Très, très drôle. Ils en parlent encore. On se dit, bon, en général, quand les émotions dirigent, pas bon. Pas bon. Alors, c'est la machine à conneries qui se met en branle. Et effectivement, attention, c'est parti. Wow. Voilà le pays pris d'une bouffée délirante. La vie s'arrête. La Terre stoppe sa rotation. Spling. Plus rien. Le néant, le trou noir. Vous me manquez. Voilà. Mais il n'était pas question de renoncer. La résignation ne fait pas partie de mes valeurs. Avant est une soirée de lecture autour d'Antoine Jacou. Drôle d'histoire curieuse bête, le monde animal vu par 2 bovins, un taureau, une vache, qu'incarnent sur scène Marthe Keller et Mathieu Amalric. Rien que ça. Comment les animaux nous voient, nous comprennent ou pas, c'est la question que posent la vache, le taureau et l'écrivain suisse et mordant Antoine Jacou. On vit plus longtemps, il me semble. Oui, mais c'est une vie épuisante, mon pauvre monsieur. J'aimerais bien les voir manger leur sandwich et la conscience tranquille, les mains couvertes de sang. Je te les cornerai comme il faut, là. Embrasse-moi sur ta tombe, c'est une pièce de Jean-Daniel Malien et de Mariam Kakipour. C'est une pièce de révolte, un monde qui brûle encore. Une mère, incarnée par Christine Murillo, elle est toujours absolument exceptionnelle, va tenter de déjouer par des stratagèmes loufoques, le projet d'un minable terroriste qui vient enrôler son pauvre fils. On regarde une bande-annonce de la pièce. Ce sera la fin de ce monde. Tu passes à l'action demain matin. Allez, debout, lève-toi et va parler à ton fils. Mais maman, c'est moi ton fils. Qu'est-ce que tu radotes? Papa est mort depuis 19 ans. M'appelle pas maman. Ah bon? Et je devrais t'appeler comment à présent? Comme tu m'appelais quand on s'est mariés. Mon coquelicot, ma gazelle, mon jus de grenade. Mon jus de grenade? Oh. Attends, c'est quoi ce navet là? La route, la campagne, la nature, les villages, les poules? On va pas rentrer dans son film à elle. Vous, je sens que vous aimez la vie. Maman. Madame Fraise de Marc Fraise, un nouveau spectacle, une surprise. Monsieur Fraise est un clown timide, mais il n'emmène pas large, car quelque chose d'étrange lui arrive. Une femme en robe verte s'est glissée dans son corps. Bonjour à tous, je m'appelle Marc Fraise. J'ai la chance depuis 20 ans de jouer avec Monsieur Fraise, un personnage de seul en scène qui a vocation à faire rire le public, mais aussi à le surprendre. Monsieur Fraise, c'est un anti-héros plein de qualités. Il est très peureux, bourré de failles, de faiblesses. Il est matérialiste, très individualiste. C'est un garçon aussi terriblement méfiant, si bien que jusqu'à présent il a vécu un petit peu isolé, en sécurité, au chevet de ses parents. Alors aujourd'hui, sa vie est bouleversée par une rencontre avec l'âme sœur, et c'est un nouveau défi qui s'offre à lui, celui de vivre avec l'autre. Dans ce nouveau spectacle, j'ai envie de vous parler de l'incroyable fragilité de l'humain, de son besoin absolu d'aimer et d'être aimé, et à quel point c'est difficile. Voilà, j'ai très hâte de vous retrouver au Théâtre du Rond-Point pour vous présenter Madame Fraise. Le champ des possibles,
C'est un spectacle d'Élise Noireau, une jeune femme, une jeune comédienne qui pourrait être la petite fille de Zouk, de Valérie Lemercier, de Guy Bedos et de Philippe Cobert. Oui, vous imaginez la tête qu'elle a, c'est un mélange assez savoureux. Elle vient raconter son adolescence en province et comment elle arrive à Paris pour suivre des études. Elle va se battre contre la terre entière, contre le monde entier, mais surtout, surtout, contre sa mère. Même, oui, vous avez bien entendu, même, c'est un titre court, c'est le titre de la comédie musicale que Pierre Rigal a créé. Pierre Rigal est un chorégraphe totalement fou qui veut nous dire que rien ne se ressemble, que les jumeaux ne se ressemblent pas, que rien n'est pareil, que rien n'est semblable. Nous, on est plutôt contents parce qu'on déteste les choses qui se ressemblent. Il m'est arrivé un truc, je peux pas être plus clair, je vous l'ai Non, déjà tu nous dit. dis rien du tout là. Bon, qu'est-ce que vous voulez entendre? Tu baisses d'un ton. Qu'est-ce que vous avez à la fin? Et moi je me serre la main tout seul en fait. T'es avec Julien. J'explique les boucles à Malik. Un pollo rojo. Oui, le fait que j'ai un grand-père argentin me permet de rectifier, c'est un pollo rojo. Mais quand même, c'est un combat de coq, un combat de poulets rouges. Ils sont deux sur scène, ils s'embrassent, ils s'enlacent, ils grimacent, ils luttent, ils se battent, ils s'étreignent aussi. C'est un ballet virtuose qui a fait le tour du monde, qui a été présenté pour la première fois à Paris, ici au Rond-Point, et ils viennent pour la dernière fois présenter une série ultime de représentations. Ils sont fantastiques. Salut tout le monde. Oui, c'est nous. Un pollo rojo à nouveau. On est très heureux de participer à la programmation de notre 12e maison, le théâtre de Rond-Point. Alfonso, Hermès et moi aimons remercier toute l'équipe de théâtre. Et bien sûr, à Jean-Michel Rive pour cette invitation. On se voit très très bientôt. Sí, amigas y amigos, están ustedes bailando al compás de Patricia. Ma parole de Vincent Roca. Roca, ma parole. Oui, Roca. parole de parole Roca. Vincent Roca, c'est un petit-neveu, un petit-fils, un héritier du surréalisme le plus jouissif. C'est quelqu'un qui est un jongleur de mots, qui est un acrobate du langage et qui nous prouve sans arrêt que les mots ne veulent pas dire ce qu'ils veulent dire. Voilà, ou le contraire. Enfin, débrouillez-vous, vous verrez, c'est absolument fascinant de drôlerie. Vous naissez, vous avez 82 ans d'espérance de vie, ça vous fait à peu près 500 millions de mots à dire. Qui a vérifié si les mots du dictionnaire étaient bien rangés dans l'ordre alphabétique? Venons-en à quelque chose de plus gai. Le suicide. Le suicide n'est pas quelqu'un qui tue un Suisse. Très important, si vous ratez votre suicide, surtout ne soyez pas désespérés, ce n'est que partie remise. Regardez le pendu qui se rate, pris de remords, il se repent. The Normal Art, c'est une pièce de Larry Kramer mise en scène par Virginie de Closade, une pièce qui a connu le succès à travers le monde entier pendant plus de 35 ans et qui est présentée en France, ici, pour la première fois.
C'est une pièce de Larry Kramer, qui est un auteur rebelle, révolté, le fondateur d'ACT UP, qui choisit de raconter son combat contre l'hypocrisie des pouvoirs publics américains qui ont nié les ravages, les dégâts du sida. Larry Kramer, qui a toujours été un auteur rebelle, est mort à 84 ans en mai dernier, alors qu'il s'apprêtait à écrire une pièce sur la crise sanitaire du coronavirus. C'est une des dénonciations les plus émouvantes sur la lâcheté des hommes politiques qui préfèrent conserver leur image et leurs électeurs en cachant la réalité d'une épidémie. C'est intéressant. Nous aimons beaucoup le stand-up. Voici les stand-uppers d'aujourd'hui, décomplexés, qui heureusement n'en font qu'à leur tête. Et on va valser tous les clichés. Panayotis Pasco invente le stand-up sentimental. Je pense que ça m'a aidé à accepter plein de choses sur moi, de faire ce spectacle. Ça m'a aidé à accepter que j'étais pas très courageux. Et que surtout, j'allais ressembler de plus en plus à mon père. Parce que je pense qu'un de mes gros combats au tout début, c'était de me dire je veux pas être mon père, alors qu'en fait mon père c'est un vrai héros, c'est quelqu'un que j'aime. Et je me rends compte que je veux lui ressembler. Au final, je suis assez fier de lui ressembler. Et ouais, du coup, ce spectacle, ça m'a permis d'accepter un peu tout ça. L'erreur, c'est de se dire il faut tuer le père et le sortir de ma vie. Je pense qu'au contraire, il faut juste trouver la bonne distance. Un peu comme le dilemme des hérissons de Schopenhauer. C'est un hérisson, la nuit, il faut qu'il trouve la bonne distance entre se coller et avoir chaud avec ses congénères et trop se coller et se piquer. Je pense qu'il faut trouver la bonne distance. Et je pense que c'est ça avec le père. Et c'est ce que je tente de faire en ce moment. D'ailleurs, il viendra me voir ici au Rond-Point, en novembre. Paul Mirabel, celui des Freluquets. Alors bonjour, théâtre du Rond-Point. Je m'appelle Paul Mirabel et je suis donc humoriste et je suis très heureux du coup de vous annoncer que je viens jouer mon spectacle intitulé Zèbre l'année prochaine, salle Jean Tardieu, en mars et avril 2021. Donc n'hésitez pas à prendre vos places dès que cela est possible. Honnêtement, je pense que c'est un très bon spectacle. Je l'ai vu une fois, je suis allé le voir une fois, franchement c'était un super spectacle. Si vous voulez en avoir le cornet, n'hésitez pas à venir. C'est un spectacle, pour ceux qui voudraient un peu plus de détails, qui mêle à la fois introspection, honnêteté et sincérité et paradoxe. Voilà. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, il faut venir l'année prochaine. En tout cas, on est très heureux de pouvoir y aller. Et ben, on se dit à mars et avril 2021. À très bientôt. Retour au Rond-Point de mon ami Jean-Claude Grimbert, mon cher ami Jean-Claude Grimbert, dont j'ai monté tant de pièces avec un texte bouleversant, qui s'appelle « La plus précieuse des marchandises ». À son habitude, il a l'air de parler aux enfants, de faire un conte pour enfants. Il raconte quelque chose avec un train qui traverse une forêt noire avec des loups et des animaux étranges. Et ce train, c'est un train qui passe dans la nuit plutôt des années 40, vous voyez. Et tout d'un coup, l'émotion de toute l'œuvre de Grimbert, qui parle finalement de son père qui a été enlevé dans un camp pendant qu'il était tout petit et qui n'est jamais revenu, est dans ce conte à la fois tendre, merveilleux et vengeur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on croit raconter une histoire particulière, puis c'est l'histoire du monde. Voilà. Partout, il y a eu des guerres, il y a des disparus dont on ne connaît pas le sort, on ne sait pas où leur corps a fondu, voilà. Donc, les spectateurs doivent pouvoir se glisser dans ces histoires sans qu'on leur dise il s'agit de la déportation, il s'agit d'Auschwitz, il s'agit qui fait que les gens ont d'abord l'impression qu'ils connaissent tout là-dessus, alors que bien entendu personne ne connaîtra tout là-dessus et qu'on ne peut pas le raconter, et qu'en même temps il faut donner envie puisqu'on n'interdit pas encore aux gens de faire des enfants, il faut donner envie, non pas de faire des enfants, mais une fois qu'on en a, de leur donner des raisons de vivre. Et les contes servent à ça. À la fois à raconter l'histoire, voilà, à ne pas cacher la monstruosité du monde, mais en même temps, ça doit donner envie de vivre la seule vie qui va leur être proposée. Alors,
même si le monde doit finir, même si la pollution va machin, il faut qu'ils aient envie de vivre. Le syndrome de l'oiseau est une pièce de Pierre Tréhardy. Elle raconte les rapports troubles entre une victime et son oppresseur. Elle est interprétée par Sarah Giraudot et Patrick d'Assumpção. Le syndrome de l'oiseau a-t-il quelque chose à voir avec le syndrome de Stockholm? C'est une pièce de Pierre Tréhardy que je vais jouer aux côtés de Patrick d'Assumpção. Et une pièce qui raconte un moment unique de l'histoire, qui est la dernière heure d'une séquestration de 18 ans. Alors ça paraît très noir comme ça, mais en fait c'est une pièce magnifique qui est remplie de poésie et d'humain. C'est-à-dire que ces deux personnes, donc cette jeune femme et son bourreau, ont une relation très étrange depuis 18 ans, mais il y a un amour mélangé à cette violence inouïe qui pousse ces deux personnages dans leur retranchement, et donc l'humain y est extrêmement particulier, extrêmement poétique. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que Pierre Tréhardy a réussi à convoquer en tout cas cette situation sur la dernière heure pour en construire justement une forme de thriller avec une dramaturgie très intéressante, puisque c'est au moment présent, en temps réel, sur cette dernière heure, et c'est comment elle va réussir à sortir enfin de cet enfer, si on peut en sortir. Mais voilà, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, beaucoup de poésie et de folie dans cette situation qui est insoutenable, mais dans les situations exceptionnelles, on trouve aussi un humain exceptionnel. Donc c'est ce qui m'a profondément plu, et j'espère que ça va vous tenter comme ça m'a plu à moi. Voilà, on vous attend au Rond-Point en janvier. À bientôt. Il n'avait pas prévu qu'on allait gagner. Cette phrase, en vérité, c'est le titre d'un spectacle de Jean-Louis Martinelli et de Christine Citti. Désobéir, un spectacle de Julie Berès. Ces deux spectacles qui célèbrent l'espèce d'énergie, de révolte de la jeunesse d'aujourd'hui. Celui de Jean-Louis Martinelli et Christine Citti montre cette jeunesse formidablement révoltée dans un foyer d'accueil d'urgence, et Julie Berès chante la liberté d'être de 4 jeunes femmes s'émancipant de toutes les règles. C'est un vrai uppercut aux assignations. Vraiment, c'est des spectacles, vous en sortez, vous êtes beaucoup plus en forme, beaucoup plus joyeux et beaucoup plus tonique que quand vous êtes entré dans le théâtre. J'en peux plus de vous, putain! C'est qui elle? T'es un éduc? Non, c'est Emmanuel. Emmanuel, c'est un nom de pute, ça, Emmanuel, non? Enchanté, Abdel. Tu vas venir souvent comme ça, là? J'ai une copine là, elle est pas noire ou grise comme les rebeux, hein. Elle est bronzée du soleil. Moi, je vais être chirurgien. Pour opérer, faut être en forme physique et mentale. C'est un foyer d'urgence ici. On fait comme on peut. Mais on n'a pas le temps. Clic-clac de Nathalie Azoulay réunit Xavier Gallet et Marie-Sophie Ferdane. Marie-Sophie Ferdane s'empare du roman de Nathalie Azoulay pour faire le portrait grave et sensible d'une réalisatrice qui interroge la représentation des femmes dans les films d'amour et de rupture. Et clic-clac, comme un couperet, elle coupe la tête à tous les clichés romantiques. Elle le voit arriver de loin, mais elle fait d'abord semblant de ne pas le voir. Elle ne regarde pas dans sa direction. Lui, il avance lentement. Il arrive à quelques mètres d'elle. Elle ne le regarde toujours pas. Elle parle avec quelqu'un. Voilà, c'est peut-être un collègue. Elle a ostensiblement la tête tournée de l'autre côté de l'endroit d'où il vient. Elle parle vite, elle parle de plus en plus vite. Aussi vite que lui s'approche lentement. Et puis il est là, exactement en face d'elle. Elle se décale, elle tourne la tête vers lui, à peine quelques secondes, et dit, mais sans faire d'éclat, sans élever la voix, « Je ne veux pas te voir ».
Le jour se rêve, spectacle chorégraphique. Jean-Claude Galota le danse, Rodolphe Burger le chante, et tous les deux le font avec la légèreté de l'aube. J'aime cette phrase de Madame de Sévigné, « Quand je ne me fie à personne, je fais des merveilles. » Les Serpents, c'est une pièce de Marine Deyaille mise en scène par Jacques Vincey. 3 femmes se trouvent réunies à la porte d'une maison perdue dans un champ de maïs sous la canicule. Mais l'homme qui habite cette maison est un monstre. On retrouve la musique sourde, cisaillée de Marine Deyaille et la densité étrange de son écriture, celle notamment de son roman 3 femmes puissantes, prix Goncourt. On écoute le metteur en scène. Les Serpents de Marine Deyaille, c'est une pièce qui m'a fait découvrir Stanislas Nordet et pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, comme on en a rarement. Dès les premières pages de ma lecture, j'ai été happé par la capacité qu'a Marine Deyaille à rendre les sensations, les images concrètes. J'avais la tête pleine du film qu'elle me racontait. Et dans un deuxième temps, elle m'a attrapé dans une opacité, dans un mystère qui ne m'a plus lâché jusqu'à la fin de la pièce. Et cette pièce qui s'appelle Les Serpents, en fait, son titre dit beaucoup. C'est une pièce qui est à la fois animale et c'est une pièce qui est à la fois allégorique et qui renvoie aux zones troubles de nos inconscients, de nos peurs archaïques et de nos terreurs enfantines. Queen Blood est une chorégraphie d'Ousmancy, une bande de filles sauvages et guerrières, l'énergie du feu pour prendre le monde à bras-le-corps. Teaser. Snowthérapie. C'est une pièce adaptée du film Snowthérapie de Ruben Östlund qui a notamment réalisé le Square, The Square, Palme d'Or à Cannes. C'est mis en scène par Salomé Lelouch et formidablement interprété par Alex Lutz et Anna Girardot. Quand c'est une avalanche qui vient s'abattre sur une petite famille modèle et tranquille venue passer ses vacances au sport d'hiver. Et que dans cette avalanche, la famille, évidemment, éclate. La vraie question est qui abandonne qui? Alex, toi qui es un cavalier hors pair, est-ce que sur les skis, tu galopes aussi? Je vais devoir galoper bientôt chez toi sur la neige. Enfin, ou fuir. En tout cas, oui. Vu que le galop, c'est un peu une allure de fuite, ça a l'air bien imité dans le projet que nous portons. L'idée, c'est de... J'ai travaillé, ça y est, avec la Céno, beaucoup, tout ça. Je lui avais dit, moi, je veux absolument que ça se passe sur plusieurs étages et qu'on change de perspective en permanence. Donc, en fait, on a la montagne. Je voulais la montagne, parce que vraiment, je n'ai pas envie de jouer l'intérieur. On a la montagne qui est en permanence là, et en fonction des hauteurs où on est, s'ils sont en hauteur, sur les télésièges, sur les terrasses, dans le chalet, la montagne change de taille, et donc ça devient... Soit l'homme est très grand et la montagne petite de loin, soit l'homme devient tout petit dans une grande montagne, et ça change en fonction, en plus, de cette idée qu'à un moment donné, il suffit d'un point de vue, d'une phrase pour devenir quelqu'un de très courageux ou de très lâche. J'ai trouvé aussi l'adaptation absolument dingue et très bien faite et vraiment théâtrale. Et l'enjeu de ce couple, de cette famille et de ses amis, extrêmement intéressant, drôle. Donc voilà, on a fait une lecture et puis un top là. Ronce Rose est une pièce d'Éric Chevillard mise en scène par Joël Joanneau. Éric Chevillard a le charme et la grâce. Ronce Rose est le récit du voyage initiatique d'une drôle de petite fille à la recherche de son voyou de père. Elle parcourt le monde et c'est une véritable odyssée.
Tout mon amour, Laurent Mauvignier, Arnaud Meunier. Laurent Mauvignier, romancier rare et insolite, écrit pour le théâtre un portrait de couple en proie à ses mystères et à ses fantômes. C'est un polar noir, c'est un conte, c'est aussi un tremblement de terre dans les relations humaines, et le couple ici est interprété par Anne Brochet et par Philippe Torreton. La pièce commence sur un petit mot de tous les jours, un truc quoi? Un quoi, je crois. Eh ben, j'ai le sentiment que toute la pièce était dans le silence qu'il y avait avant ce quoi. Peut-être que toute cette pièce, c'est un moment suspendu où les esprits partent partout et dans toutes les directions. Et c'est ça, enfin, à mon sens, c'est ce qu'a réussi vraiment formidablement Mauvignier. Et si on était dans ce moment où, quand on est petit, on regarde sa mère qui a les yeux un peu dans le vague, et si on était dans ce vague-là des yeux, ce vague à l'âme-là des yeux, quoi. L'écriture, je connaissais déjà Laurent Mauvignier, donc j'étais déjà séduite. L'atmosphère presque effrayant et comme un polar quasi insupportable, et pourtant l'extrême enthousiasme d'avoir Philippe comme partenaire. Tout mon amour est donc une plongée dans les méandres humains, dans nos complexités, et va venir entrechoquer les vivants et les morts pour mieux ausculter notre difficulté à être. Je suis une fille sans histoire, de et avec Alice Zeniter. Alice Zeniter est une fille curieuse. Elle invente des histoires, mais elle veut savoir comment elles sont nées, quelle est leur origine. Je suis une fille sans histoire, c'est une forme hybride que j'ai du mal à décrire, puisque c'est à la fois un seul en scène, c'est une conférence, c'est une confession, c'est un travail sur des matières que moi j'ai étudiées à l'université, puisque j'ai pas tout à fait abandonné l'université, je voulais juste plus être dans les murs, mais j'ai toujours eu cette envie de transmettre. Donc ça parle de narratologie, ça parle de sémiologie, c'est des mots qui, comme ça, peuvent faire peur, mais l'idée c'est de pouvoir en parler à la première personne et à la deuxième aussi, enfin, d'être dans une expérience où on s'adresse vraiment au public et où on dit bah, voilà la manière dont on construit des histoires tous les jours dans nos vies, à la fois quand on parle à nos copains, à la fois les histoires qui sont racontées aux journaux télévisés, tout ça, ça s'articule autour d'un schéma narratif. En fait, c'est un peu le même depuis des millénaires. On peut regarder chez Aristote, on peut regarder dans la peinture rupestre. Il y a ces mêmes formes d'histoires qui sous-tendent toutes nos sociétés. Et c'est vraiment l'idée de travailler sur le fait que pas de travailler, l'idée c'est de pouvoir s'arrêter tous ensemble, le public et moi, pour réfléchir au fait qu'on est pétri de textes. Clara Askill, de Serge Crébus, mise en scène par Safi Nebou et interprétée par Laetitia Casta. Fulgurante interprète, femme à la vie brisée, adorée et célébrée par Charlie Chaplin, cette pianiste de génie dont Serge Crébus a retracé la vie en éclats. C'est Laetitia Casta qui interprète cette femme hors norme. Toutes les sensations que j'ai par rapport à cette pièce de Clara Askill, ce personnage que je vais interpréter au Théâtre du Rond-Point, c'est un personnage qui est très très important pour moi parce que c'est une vraie rencontre, un destin si particulier, une femme qui a une grande sensibilité. Et d'ailleurs, je ne connaissais pas son histoire et j'ai hâte de vous la faire découvrir. Un très beau portrait de femme, une histoire extrêmement romanesque autour d'un génie, c'est ce que disait Chaplin, de la musique, qui a eu une vie très mouvementée, finalement un succès assez tardif, alors qu'à 4 ans, elle pianotait une mélodie de Schumann sur un piano de mémoire. Conte chinois est un spectacle de François Orsoni et de Chen Yang-hong. Conte chinois est un spectacle pour toute la famille. Ça veut dire qu'il est pour le grand-père, la grand-mère, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, les enfants du voisin et les enfants aussi qui habitent en face. C'est un spectacle absolument pour tout le monde. C'est un chef-d'œuvre de la littérature jeunesse, un livre de contes dont les paysages de rêve et les tigres et les dragons sont peints sur scène en direct par son auteur, Chen Yang-hong, un dissident chinois qui nous emporte dans son imaginaire enchanté. He carried the world on his shoulders from the very start.
His mother always told him, go and see the world and bring it back to me. His father said, my song will always with you be. So long, I'll soon be gone, flying away on my Chinese dragon. Your tears are on my face, they'll dry as I ride on my Chinese dragon. Pourrais-tu faire apparaître pour moi le plus fougueux et le plus vaillant des coursiers? He packed a little bag with grief and sorrow. Prends soin de ta monture. I'll take your troubles with me when I leave. Laterna Magica, c'est un spectacle tiré de l'autobiographie d'Ingmar Bergman, le grand Ingmar Bergman. Et c'est mis en scène par Dorian Rossel et Delphine Lanza. L'expression habituelle est de dire l'enfance de l'art, mais quand il s'agit de celle de Ingmar Bergman, on peut dire que l'art n'est qu'enfance. Ce spectacle magique est interprété par un comédien presque enfant, mais tout à fait extraordinaire et d'une maturité de jeu absolument fascinante, qui s'appelle Fabien Coquille. Vraiment, ce spectacle qui nous ramène dans les toiles cinématographiques de Bergman et dans son cœur souvent meurtri par son enfance, souvenez-vous de Fanny et Alexandre, est un spectacle tout à fait rare. Rarement quelqu'un a réussi à mettre sur le papier ce qui se passe à l'intérieur d'un cerveau. Dans son éducation extrêmement protestante, sévère, des parents assez horribles, des rapports avec des frères et sœurs aussi épiques, comment il a réussi à transformer ça pour en faire de l'art et de manière totalement solaire, joyeuse, festive. Et surtout, c'est très drôle. Hein. Pour moi, il y a énormément d'humour. C'est de l'humour noir. Aussi beaucoup d'éléments visuels pour réinventer l'imagerie de Bergman. Il ne s'agissait pas de copier les images de Bergman, mais d'inventer une manière de rendre compte de l'inconscient de l'âme humaine. Que du bonheur avec vos capteurs est un spectacle de Thierry Collet de la compagnie Le Phalène, un magicien 2.0. Entre mentalisme et performance, Thierry Collet nous entraîne dans les vertiges des nouvelles technologies. Attention, un magicien est peut-être caché dans votre portable. On peut vraiment se demander aujourd'hui si les machines ne sont pas devenues de meilleurs mentalistes que les humains. Et je fais quoi, moi, avec ça? Je résiste? Ou alors je pactise? Avec un petit malware de eye tracking, allez, à 80%, je dirais que vous pensez au mot inconvénient? Oui. C'est ça? C'est ça? Ah, non mais c'est dingue. En fait, t'es rentré dans son téléphone. Tu nous dis comment t'as fait? Non, tu vois, c'est un peu mon business. Hein. Quand je vois les capacités de ces nouvelles intelligences artificielles, ça m'a donné envie de fabriquer mon double numérique. Mon réplica s'appelle aussi Thierry. Depuis quelques mois, on échange ensemble. J'ai demandé à Thierry comment lui présenterait ce tour. Chaque fois que vous sentez quelque chose, vous allez soulever votre bras droit, d'accord? Je te pardonne, Harvey Weinstein, de Pierre Notte, ici présent, et qui n'a pas honte de l'être, et pourtant, il pourrait avoir honte, car c'est une irrésistible provocation de cet auteur qui massacre Harvey Weinstein en faisant mine de le défendre. Harvey Weinstein et tous les hommes de son espèce. C'est vrai. C'est un procès. C'est un cabaret. C'est quand même un procès. Avec des chansons, des paillettes, des crêpes et des flonflons. Pas de flonflons. Des jurys, une partie civile, des avocats de la défense, des procureurs. Des tangos, des valses, du bastringue, des chansons originales, de qualité originale. Je suis Elisabeth Badinter. Je suis Christiane Taubira. Je suis Adèle Haenel. Je suis Gwyneth Paltrow. Je suis Kate Blanchett. Je suis Catherine Deneuve. Mais non. Mais si. Il y aura Roman Polanski. Il y aura de l'émotion. Il y aura Gabriel Matzneff et Luc Besson. De l'évasion, des mélodies et des questions, du sucré, du salé, de l'aventure et des chansons. La scène invitera le public, partie civile, à juger par lui-même peut-on pardonner ou non Harvey Weinstein. On prononcera Weinstein à l'américaine.
Ce sera grave et utile, décisif et important, c'est un procès. Ce sera drôle et noir, tragique et joyeux, c'est un cabaret. Ce sera Je te pardonne, Harvey Weinstein. Weinstein. Et ce sera encore un chef-d'œuvre. Mon frère, de Daniel Pennac, l'écrivain Daniel Pennac qui est aussi conteur, auteur et comédien, il l'a prouvé ici. Il rend hommage à son frère disparu qu'il associe au personnage Bartleby de Melville, ce personnage qui répétait sans cesse « Je préférerais ne pas », quand son frère, lui, disait « N'allons pas ajouter à l'entropie ». Les gens, mais il faut perdre des êtres chers pour nous apercevoir que nous sommes pleins de sensations à leur égard, beaucoup plus que de souvenirs. Et ces sensations, justement, bouffent les souvenirs. Au début, on n'est pas capable de se souvenir vraiment de l'autre. Il emporte des tas de choses, souvent d'ailleurs son visage lui-même. Mais il nous reste ce creux, cette absence, cette chose qui était infiniment comblée par sa présence. Et quand la personne n'y est plus, il y a cette absence. Et quand j'ai écrit le livre, je voulais rendre compte de ça, de cet aspect particulier du deuil qui fait qu'on ne peut pas nommer, pratiquement pas, en nommer la cause de façon, tu sais, rigoureusement biographique. Mon frère était ceci, mon frère était... Pas possible. Mon frère était mon frère et lui, plus là, reste un creux. Smith et Wesson d'Alessandro Barreco, l'auteur de Novecento. Personne n'a pu oublier André Dussolier, l'interprète magistral de Novecento, ici même au Rond-Point. Il s'en prend une fois encore au rêve américain, avec ses figures d'aventuriers, d'inventeurs fous, de ratés et petits génies dans une épopée folle. Ici, l'aventure commence au pied des chutes du Niagara, au début du siècle dernier, où un météorologue calcule la densité des chutes, tandis que l'autre compte les noyés. C'est presque un western. Baie des Anges de Serge Valetti, mise en scène de Ovnatan Avedikian. C'est une pièce thriller, c'est un polar noir qui oppose un metteur en scène tyrannique et imprévisible dans une chambre avec vue sur la baie des Anges à deux comédiens. Il leur demande d'interpréter une mystérieuse disparition. Je ne suis pas de moi, de Roland Dubillard, mise en scène par Maria Machado. Mon Dieu, pourvu que tout ne se tienne pas. Cette phrase que j'adore est tirée du carnet de Roland Dubillard, comme cette pièce qui a été adaptée par Maria Machado et qui raconte et qui montre surtout le génie approximatif. C'est ça que j'aime beaucoup chez Dubillard, c'est que jamais rien n'est précis. Les gens précis sont horriblement ennuyeux et lui ne l'est jamais parce qu'il est approximatif. C'est ça la poésie. C'est interprété par Samuel Mercer et Denis Lavant. Merde. L'accident devait arriver. Caché. À quoi? À vous? À moi? Je ne sais plus écrire. J'ai mal à mon fauteuil roulant. Décroître. Je ne suis plus capable que d'empirer. Faire pire. Être pire. Rêver pire. La chute des anges, écrit, mise en scène, chorégraphiée par Raphaël Boitel. Du cirque pour faire rêver petits et grands, la jeune artiste prolixe et très douée Raphaël Boitel imagine un monde neuf, d'après la catastrophe, un monde qui s'envole, virtuose et plein de lumière. Accrochez-vous, c'est fulgurant.
Dans la série Petits arrangements entre amis, mon complice de toujours, Roland Topor, sera honoré 2 fois par 2 cérémonies de remise des prix Topor, justement, qui, je vous le rappelle, célèbrent les artistes éloignés des chapelles du bon goût et de toutes les morales définitives. Succulent. Le Théâtre du Rond-Point, c'est aussi un comité de lecture, des pistes d'envol, des visites fantasques, des rencontres Télérama, une voyante sous l'escalier, une librairie, un restaurant, des masterclass, des histoires d'art et des toilettes avec des citations et un site internet. Mais surtout, n'oubliez pas que le Rond-Point, que nous souhaitons être un lieu de vie et d'envie, est animé depuis 18 ans par une équipe magnifique qui m'entoure, généreuse, efficace et sans laquelle rien ne serait possible. Je la remercie de tout cœur, comme je remercie de tout cœur aussi Valérie Bouchez, ma talentueuse co-directrice. Et le Rond-Point, c'est surtout vous. Vous êtes chez vous, c'est votre théâtre. Et nous, on n'en peut plus de vous attendre. On veut vous revoir vite. Et on espère que cette saison vous apportera de la joie et peut-être même du bonheur, et que vous sortirez de ce théâtre plus heureux que vous n'y êtes rentré. Alors, à vite.